Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviendront sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Arthur Desnouveaux. Bonjour Judith. Vous êtes l'un des survivants du Bataclan, porte-parole des victimes des attentats terroristes du 13 novembre 2015, fondateur et ancien président de l'association Life for Paris, auteur de cet ouvrage, Vivre après le Bataclan aux éditions du Cerf. Alors, Paris, la France se souvient. Paris rend hommage aux victimes des attentats qui ont fait le 13 novembre, il y a 10 ans, 132 morts et des centaines de blessés. Le 13 novembre a été un changement absolu dans votre vie. Il y a un avant et un après. Et dans votre livre, vous écrivez que l'après-Bataclan ne sera plus jamais le retour à la vie d'avant. C'était quoi la vie d'avant pour vous? Écoutez, je crois que c'était une vie facile. Dans le bon et dans le mauvais sens du terme, je ne voyais que le bon à l'époque. J'ai eu une enfance heureuse, dans une famille heureuse, avec des parents aimants. J'étais fort à l'école, j'ai pu rejoindre les grandes écoles de la République, trouver un travail qui me plaisait et me marier avec une femme fabuleuse. Et donc, c'était une vie très insouciante, ce qui ne veut pas dire désintéressée du monde, mais en tout cas, j'avais jamais connu de deuil, j'avais jamais connu de drame, j'avais pas connu de difficultés particulières. Et donc, je ne m'étais pas posé non plus beaucoup de questions, je pense, sur le sens de la vie, sur pourquoi, sur toutes ces choses-là. Tout avait glissé avec beaucoup de plaisir, finalement. Mmh. Donc, ça rend plus réflexif? Pas forcément. Vous êtes confronté à quelque chose que vous ne maîtrisez pas pour la première fois de votre vie, qui en plus, moi dans mon cas, ma carrière, mes études, tout ça, c'était mon cerveau et mon cerveau m'échappait. J'imagine que ça ressemble à un grand sportif et sa première blessure. Moi, je me retrouvais avec un cerveau qui répondait plus comme il répondait, qui m'échappait, qui me faisait me relever la nuit et qui tournait en boucle. Et donc j'ai mis quelques temps à accepter d'aller voir une psychologue, mais la première chose qu'elle m'a dit, c'est ça, c'est vous intellectualisez beaucoup. Prenez du recul, on va juste essayer de revivre ce qui vous est arrivé. Parce que peut-être que vous voulez comprendre, mais il faut déjà le ressentir. Et ça a déjà été une énorme leçon, finalement, qu'on ne pouvait pas toujours se réfugier dans la réflexion et qu'il fallait un peu laisser faire les choses. Et est-ce que la musique, par exemple, a joué un rôle particulier dans votre vie d'avant? La musique jouait un rôle énorme. J'ai eu, je crois, mon premier lecteur CD offert par ma grande sœur quand j'avais 12 ans. Et ça a été une passion débordante qui vit toujours d'ailleurs aujourd'hui. J'ai énormément de CD, de plein de genres musicaux. J'adore ça. Puis quand j'ai eu 17-18 ans, j'ai commencé à aller à des concerts. Et donc j'ai découvert qu'en plus la musique, ça pouvait se partager, qu'il pouvait y avoir de l'improvisation, toutes ces choses-là. Et ça a toujours été... j'ai toujours beaucoup aimé lire, mais les sensations que me procure la musique sont quand même encore un cran au-dessus. Et donc vous alliez régulièrement au concert? J'allais beaucoup au concert. Avant le 13 novembre, j'avais pas d'enfant. Donc j'avais vraiment une vie où mes soirées m'appartenaient. Et par exemple, le Bataclan, je sais pas, mais dans l'année qui précédait le concert, je suis peut-être allé 10 ou 15 fois. Donc j'allais à vraiment beaucoup de concerts. Et là, j'y vais toujours d'ailleurs. J'y vais toujours, un peu moins avec les enfants. Donc vous étiez un habitué du Bataclan? Ah, j'étais un habitué du Bataclan, fidèle. Ce qui a joué un rôle dans ma survie. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Bataclan avait un problème de climatisation. Et l'été, il faisait une chaleur abominable. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient les issues de secours pour faire rentrer l'air. Et donc, c'est comme ça que je savais où étaient les issues de secours. Parce que quiconque avait fait un concert en juin 2014 ou 2013 au Bataclan voyait que la porte derrière la gauche de la scène était ouverte parce que c'était l'issue de secours. Ça tient à rien des fois, mais c'est vraiment ça. Je me souviens d'un concert, mais alors vraiment d'une chaleur, je pense qu'il faisait 45 degrés dedans. Ils essayaient désespérément de nous aérer sans ventilation. Et cette petite identification de par où on pouvait s'enfuir, finalement, m'aura servi. Donc c'est le fait d'avoir repéré les lieux, enfin de bien les connaître. De les connaître, qui en tout cas a joué. C'est très étrange, hein. Quand la fusillade démarre, vous avez une chance si vous ne prenez pas une balle. Et ensuite, ça se joue à plein de petites choses. Et donc moi, j'ai fait des bonnes études, ce qui m'a poussé à faire un service militaire. Ce que plus personne ne fait. Mais donc j'ai passé 9 mois dans l'armée à Polytechnique. Et donc j'ai appris à manier les armes. Donc je connais le bruit des armes et j'ai reconnu assez vite. J'ai aussi appris quelques règles de survie élémentaires et stupides.
qui était, si tu es vraiment sous-armé comparé à la personne en face et que tu peux t'enfuir, fais-le. Et si tu dois t'enfuir, tu minimises la surface de corps visible par l'adversaire. En clair, tu rampes. Ça paraît très simple, mais dans ces moments-là, ça se joue à rien. Et donc moi, je savais qu'il fallait partir, où aller, parce que je connaissais l'issue de secours, et la manière de faire qui était de ne pas se relever. Et toutes ces petites choses, mon cerveau les avait assez intégrées pour le faire, même sous la panique. Vous dites que pour survivre aux attentats terroristes, il faut faire 3 deuils. Alors, il y a le deuil de ceux qui ne sont plus là. Bien sûr. Et quels sont les 2 autres deuils? Donc le deuil de ceux qui ne sont plus là est quand même important, parce qu'on parle beaucoup de culpabilité du survivant, mais peut-être qu'on y reviendra. Moi, j'appelle ça la responsabilité. C'est-à-dire que ce deuil-là, pour moi, il vous donne une mission de vivre bien après. Et puis, il y a 2 autres deuils qu'on comprend confusément. Le premier, c'est faire le deuil de celui qu'on était. Donc de la vie d'avant. De la vie d'avant. Et ça vient un peu en contradiction avec la vision d'ailleurs qu'on a de la résilience dans le grand public, qui est cette capacité à rebondir pile au même endroit. C'est pas vrai en fait. On en reparlera. Mais... Et il y a le deuil de l'image que les gens ont de vous. Vous retournez... le regard des autres. Exactement. Vous retournez au travail. Moi, comme beaucoup de survivants du 13, vraiment, j'ai mis un point d'honneur à aller travailler le 16 novembre. Oui, il faut se souvenir dans quel état on était tous là à dire ils n'ont pas gagné, il faut aller en terrasse, il faut aller au concert. Donc moi, mon petit acte de résistance, c'était d'aller au travail. Alors je vous passe la crise de panique dans le RER, classique, mais vous sentez que le regard des autres a changé. Vous sentez que le regard des autres a changé parce que finalement, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'on peut s'appuyer sur lui? Je comprends le raisonnement, vraiment, je dis ça sans aucune... Ça, c'est dans le monde professionnel. Oui, mais vous avez aussi... alors, vos amis sont là pour vous aider, eux, ça va. Mais des gens à qui vous l'évoquez pour la première fois, vous sentez bien qu'ils se disent, il a quand même vécu un truc bizarre. Est-ce qu'il va avoir une réaction bizarre? Est-ce que ça a changé quelque chose en lui? Et donc, même aujourd'hui, 10 ans après, quand quelqu'un à qui je parle, ça peut arriver que ça vienne sur le tapis et que je le mentionne, bah, vous sentez quand même quelque chose changer dans le regard des gens. Et c'est pas toujours en mal, c'est souvent plein de bienveillance, hein, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais vous devez faire ce deuil-là. Et ça, c'est les 3 premiers deuils. Et puis il y en a un 4e. Mais dont on parlera plus tard. On peut pas en parler maintenant. Et le 4e, moi, je l'avais pas vu venir. Mais c'est qu'en fait, ça m'a mis donc du temps de devenir victime. Moi, si je vais au travail le lundi, c'est aussi parce que je pense que je suis témoin de ce qui est arrivé, pas victime. Et en fait, la blessure psychologique qui est invisible, elle est aussi invisible pour les autres que pour nous-mêmes. Et donc j'ai mis du temps à accepter que si je dormais pas la nuit, c'était parce qu'en fait j'étais blessé et que donc je faisais partie des victimes. Ça m'a mis du temps donc de rentrer dans le statut de victime et de comprendre tout ce que ça allait tirer. Mais il y a un moment où il faut aussi s'en défaire. Et en fait, il y a plein de choses, il y a le soin, il y a la justice, il y a plein de choses. Mais à la fin, il faut aussi que vous disiez j'en ai tellement marre que j'ai envie de dire que j'ai été victime et que je ne le suis plus. Et donc il faut faire le deuil de ça qui a pourtant pris une place assez importante dans votre vie. Et c'est ce que j'ai fait là. Vous m'avez appelé ex-président de Life for Paris. Bah ça, c'est le deuil d'une grande partie de ma vie de victime. De l'association Life for de l'association Paris. aussi, qu'on a dissous il y a quelques jours, justement pour nous dire, c'est pas nous qui allons nous auto-enfermer. Si on veut dépasser notre statut de victime, c'est pas en gardant une asso de victime qui a fait tout ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Vous insistez aussi sur le fait que lorsqu'une tragédie vous tombe dessus, il est important de chercher à comprendre. Alors comprendre, c'est pas excuser, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je pense qu'il y a plein de choses à comprendre. On en a parlé, comprendre ce que ça vous fait. Ça, c'est la première étape. Ouais. Comprendre pourquoi c'est arrivé. Dans le cas du terrorisme, il y a quelque chose de très vertigineux, c'est qu'ils n'ont jamais visé Arthur Desnouveau. Ils ont visé des endroits en France et en particulier dans Paris dont ils savaient que ça aurait la résonance la plus importante. Et donc ils ont choisi le Stade de France, des terrasses de café et une salle de concert. Puis à un moment, ils ont regardé la liste des concerts, puis ils ont pris le Bataclan. Et puis au Bataclan, j'y étais. Et donc ce pourquoi-là, finalement, il faut apprendre à faire une croix dessus. Et après, vous vous posez la question de mais pourquoi est-ce que des gens me tirent dessus? Pourquoi est-ce que eux, même si c'est pas moi qui visais, ont décidé de venir dans cette salle? Et donc là, vous allez au procès. Puis vous essayez d'obtenir des réponses. Alors vous en avez quelques-unes. Vous comprenez la notion de djihad, pourquoi est-ce que ça prend, et ainsi de suite. Mais pareil, il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Et même vous sentez que les terroristes dans le box ne les ont pas forcément. Vous leur dites, mais qu'est-ce qui vous a rendu susceptible de vous radicaliser? Eux-mêmes sont bien en peine de le dire. Et donc voilà, on a besoin de comprendre. Et on a besoin aussi de savoir ce qu'on ne pourra jamais comprendre.
Et c'est ce double chemin qui est assez difficile et qui est très évolutif, et qui d'ailleurs m'a un peu poussé à écrire ce livre. C'est que je pensais avoir bien délimité ce qu'on pourrait jamais comprendre, et puis le suicide d'un autre survivant m'a fait dire, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des questions quand même qu'on peut encore un peu creuser? Et est-ce que, donc du coup, quand même, dans ce travail de deuil et de compréhension, la justice, est-ce qu'elle joue pas quand même un rôle important? La justice joue un rôle fabuleux. Il y a la médecine, il y a l'indemnisation et il y a la justice. Ça, c'est les trois institutions qui viennent vraiment nous réparer autant qu'elles le peuvent. Et nous, en particulier, on a eu un procès magnifique. Magnifique parce que la justice s'est donné les moyens. Magnifique aussi parce qu'on avait réussi à arrêter certains des accusés principaux. Et je le dis, même si ça choque un peu, magnifique parce que les accusés ont accepté de se présenter devant la justice. Ils ne sont jamais restés dans leur cellule. Ils sont venus, ils ont écouté. Ils ont menti peut-être, mais en tout cas, ils ont participé à la justice. Ce qui pour moi est important. Et ça a apporté beaucoup de réponses. Dans mon livre, à un moment, je vais voir Jean-Paul Kaufmann, qui a donc été détenu au Liban pendant 2 ans, ou 2 ans et demi, peut-être même jusqu'à 3 ans, et qui dit, moi, j'ai pas eu de procès. Et 35 ans après, ça l'embête encore. Parce que le procès à la française a cette vertu que ça ressemble à une grande discussion. Même s'il y a des intermédiaires, on se fait substituer par nos avocats. On peut quand même discuter avec ceux qui nous ont fait du mal et discuter de ce qui s'est passé. Et ça, c'est bien. Pareil, dans le cadre du terrorisme, il y a un sous-titre politique à tout ça. Et le procès n'est pas tout à fait là non plus pour creuser trop longtemps. Le procès, il est là pour les faits, pour voir si c'est bien caractérisé comme du terrorisme, si tout est matérialisé, si elle est... mais essayer de comprendre le pourquoi, ça rentre un peu au-delà. Voilà. Mais la justice fait un travail formidable, et surtout, moi, elle m'a permis une chose incroyable, c'est qu'on a envie de se venger, on a envie d'avoir la haine. Et d'ailleurs, je le dis toujours, ce qu'a écrit Antoine Léry, ce qui est très beau, c'est vous n'aurez pas. C'est pas vous n'avez pas. C'est un idéal. Mais il faut vous raccrocher à des choses pour pas l'avoir. Déjà, je pense que c'est sain d'en avoir un peu, comme avant en fait. Des fois, j'avais la haine avant le 13 novembre. Mais surtout, le désir de vengeance, vous vous dites, bah non, en fait, c'est bon, la justice va s'occuper de les punir. Quand vous allez au procès, vous ne demandez pas en France la peine pour l'accusé. Vous ne dites pas, j'aimerais qu'il prenne tant. Ça vous est enlevé. Et si vous acceptez que ça vous soit enlevé, ça vous enlève la vengeance. Et rien que pour ça, la justice, c'est très très bien. Et est-ce que l'une des solutions, ça ne serait pas également la justice que vous appelez restaurative? Enfin, vous, en l'occurrence, vous l'appelez réparatrice. Ça veut dire quoi et qu'est-ce qu'elle implique? La justice restaurative, réparatrice, c'est cette idée qu'en mettant, pas s'il faut dire des bourreaux, des gens qui ont commis un crime face aux personnes qui ont subi ce crime, et en les faisant se parler dans un cadre avec une médiation et une préparation, on peut aboutir à une forme de réparation. Réparation de qui? De la société, peut-être de la victime, peut-être de l'auteur. Et c'est une notion qui, par exemple, a permis des réconciliations nationales, ça a permis de faire des choses fabuleuses au Rwanda, mais c'est quelque chose à manier avec beaucoup de précautions. Pour le coup, j'ai étudié ça pour la Commission européenne, donc j'ai un peu regardé le sujet. Il y a quelque chose de très particulier dans le terrorisme, qui est qu'encore une fois, je n'ai pas été visé parce que j'étais Arthur Desnouveau. J'ai été visé parce que j'étais là. Et donc la discussion qui est possible avec mon terroriste est déjà assez compliquée, parce qu'en fait, je ne parle pas tant à un homme qu'à une idéologie. Et en plus, dans le cas du terrorisme, en général, vous ne parlez pas à celui qui l'a fait, parce qu'il est mort. Vous parlez à des gens qui auraient pu et qui donc étaient radicalisés, et ainsi de suite. Donc je crois qu'il y a quelque chose de cette nature-là. Je pense qu'en matière de terrorisme, c'est surtout utile pour l'accusé, enfin pour l'auteur ou l'auteur d'un fait proche, et peut-être pour la société pour comprendre, mener un peu ces grandes discussions de paix qu'on ne peut pas avoir. Je ne sais pas si c'est fabuleux pour la victime. C'est une vraie question qui est encore ouverte, et on a très peu travaillé sur la justice restaurative en matière de terrorisme. Ça marche très bien pour les crimes sexuels, où l'auteur et la victime forcément se connaissent, ou du moins se sont connus brièvement, et peut-être à l'initiative de l'auteur, mais ça permet de changer quelque chose à la nature du lien, mais parce que c'est deux individus. C'est pas une idéologie à l'individu. En matière de terrorisme, je pense que ça peut faire des choses, mais qu'il va falloir travailler dessus pour réussir à avancer. En tout cas, elle a été introduite, cette notion, dans les années 2010 par le magistrat Antoine Garapon. Et pour l'instant, elle est quand même assez cantonnée dans les tribunaux. Mais elle a bien fonctionné en Italie et en Espagne, où là, pour le coup, le terrorisme, c'était souvent un type de votre village qui allait tuer votre père parce que ETA ou parce que les années de plomb en Italie. Et donc, vous étiez dans une espèce au moins de même zone géographique qui forçait le dialogue. Nous, en plus, c'est un djihadisme mondialisé qu'on a en face de nous, ça complique encore les choses. Vous insistez aussi sur le fait que c'est pas pareil de subir passivement ou d'être actif
lorsqu'il y a une catastrophe. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Bien sûr, être victime, c'est être passif. De toute façon, je ne deviens pas victime. On me fait devenir victime. Il y a quelqu'un qui m'attaque, il y a quelqu'un qui m'agresse, il y a quelqu'un qui me fait subir quelque chose. Et donc, être victime, on se sent passif, on se sent dépossédé de son action. Ouais. De son humanité, et en tout cas de cette capacité d'agir qui fait de nous des êtres humains pleins et entiers, quoi. Il reste autre chose, mais il n'y a pas ça. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui, le 13 novembre, ont pu faire quelque chose, ou du moins considérer qu'ils avaient fait quelque chose, comme mon ami David, qui a parlé avec les terroristes, qui a même pu leur dire « Ben non, en fait, qui demandait est-ce que tu as voté François Hollande ?»« Ben non, je ne suis pas français. » Rien que ce petit acte de résistance, mais qui est prodigieux de courage, ça lui a permis, je pense, de ne pas se sentir aussi diminué que ceux qui avaient dû se cacher tout du long. Et ça a aussi guidé l'idée d'avoir une association. L'idée que dans une association comme ça, il faut que tout le monde puisse faire quelque chose s'il en a envie. Déjà, la créer tous ensemble, c'est une chose, mais après, être bénévole pour un tel ou tel événement, très important. Ultérieurement, il ne s'agit pas de revenir à un état antérieur. Vous détestez cette injonction à la résilience, et d'ailleurs l'actrice Isabelle Carré partage votre point de vue. Pourquoi ? En fait, la résilience, elle a été inventée par 2 psychologues aux États-Unis, le concept, oui. et puis popularisé par Boris Cyrulnik, oui. dans une vision très fine, qui n'est justement pas cette idée qu'on a une capacité en nous de rebondir, qui serait innée, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on en a tellement parlé, qu'on l'a vraiment simplifié, et que donc on a l'impression qu'en fait, tous, après un drame, on peut puiser au plus profond de nous et faire comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'est faux à plein d'égards. Quand on croit ça, ça veut dire que ceux qui n'arrivent pas à rebondir sont même des mauvaises victimes. Alors là, je peux vous dire que vous êtes en dessous de tout. Mais c'est surtout que c'est beaucoup de travail, et c'est beaucoup de travail pour arriver à un autre endroit. Et ça, c'est important de le dire, c'est aussi un travail qui est malheureusement, je crois, pas possible pour tout le monde. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ne se remettent pas du trauma. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. En tout cas, on ne s'en sort pas seul non plus. On ne s'en sort jamais seul. On ne s'en sort jamais sans avoir rien à faire. Et on s'en sort quand même, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir si on n'a pas vécu de trauma antérieur. Et je vois malheureusement, quand je parle à des victimes, un peu même au-delà de ça, le deuxième trauma est très dur. Et typiquement, malheureusement, maintenant qu'on comprend la prévalence des traumatismes sexuels chez les femmes, avoir été victime de traumatismes sexuels dans l'enfance, puis se prendre un attentat, le chemin est hyper long. Et donc voilà, je pense que la résilience, c'est un concept à manier avec précaution quand on n'est pas un professionnel. J'y crois beaucoup plus pour Paris, par exemple. Je crois que Paris a été résiliente. Paris est quand même redevenu le Paris qu'on connaissait avant 2015. Mais c'est pas pareil pour une personne. Mais ce que veut dire Boris Cyrulnik, c'est que c'est un processus et qui dure au fil de nombreuses années et qu'il faut des tuteurs de résilience. Boris Cyrulnik, lui, il est très... Lui, il sait. Lui, il sait, il faut des tuteurs et c'est pour aller ailleurs. C'est pareil, moi, à une époque, j'utilisais la métaphore du kintsugi, qui est cet art japonais. Vous savez, vous avez une céramique qui se casse et vous la réparez avec de la poudre d'or pour faire apparaître la réparation et que finalement l'objet soit encore plus beau. Mais il y a quelque chose là-dedans qui est, en fait, vous avez un bol, il se casse, vous en refaites un bol. Et je crois qu'après le drame, eh ben, on peut aussi redessiner avec les pièces de céramique et que le bol devienne une carafe. Et c'est ça le vrai message, c'est que se réparer, oui, que ça se voit, oui, mais pas forcément chercher à être qui on était avant. Ouais. Et puis c'est pas tourner la page, c'est réécrire. C'est pas, il s'agit pas. Il s'agit de toute façon de vivre avec. Voilà, forcément. Dans son histoire propre de vie. Dans son histoire propre et dans l'histoire propre de sa famille et puis dans l'histoire propre de la société dans le cas d'un attentat comme ça. Pour survivre au drame, vous insistez également à Tueur des Nouveaux sur l'importance du partage, de l'échange, de l'écriture et de l'entraide. Oui, qui en fait sont tous la relation à l'autre. Il y a cette phrase de Sartre que j'aime beaucoup qui est « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même ». Et c'est vrai que si on veut se comprendre, il faut réussir à en parler aux autres, que les autres vous en parlent. Et ça peut passer par plein de médias différents finalement. Ça peut être en en parlant, vraiment au sens premier du terme. Ça peut être en écrivant, ça peut être en faisant des choses ensemble. Mais en tout cas, ça ne peut pas se faire seul. Il y a une part de nous, on est des animaux sociaux, qui nécessite de faire ça au moins à deux. Mais j'ai envie de dire, et ça c'est notre expérience associative, encore plus collectivement, il y a cette idée d'intelligence collective qu'on connaît plus depuis tout le monde. Je pense qu'il y a une idée d'empathie collective qui est aussi hyper importante. Et nous, on s'est regroupés parce qu'il y a une des survivantes qui a dit « J'ai l'impression que notre seule chance dans notre malheur, c'est qu'on est nombreux. » Et donc on ne sait pas où on va.
mais on va peut-être pouvoir voir le pas d'après. Et puis ceux qui font le mauvais pas, ils vont pouvoir nous le dire, et ainsi de suite. Et ça marche bien, en fait. Et d'ailleurs, on n'a pas tous marché dans la même direction, mais on a évité pas mal de choses trappes, je pense. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez du coup fondé l'association. Exactement. Elle a eu cette idée fabuleuse. Ouais. Une autre fille l'a vraiment aidé à la structurer. Moi, j'ai aidé un peu avec les statuts et beaucoup les victimes étrangères au début. Et puis, ces deux filles formidables, elles ont tellement donné aux autres qu'à un moment, elles ont voulu faire un pas de côté, ce qui se comprenait. Et donc, moi, je suis devenu un peu président par accident sans m'en douter. Puis finalement, moi, ça faisait partie de mon chemin de reconstruction de faire ça. Enfin, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup. Donc, c'est pour ça que je le suis resté un peu longtemps. Et vous reprenez le concept d'identité narrative. Alors il s'agit en fait, c'est ce qu'on dit, de donner une place, mais pas toute la place à ce drame dans le récit de sa propre identité. C'est ça? Oui. Moi là, je partais de lectures où j'avais l'impression qu'un des gros pièges, c'était d'essayer de dépasser ou d'enjamber ce qui nous était arrivé et de ne pas l'intégrer. Et soit de ne pas l'intégrer intimement, soit de ne pas l'intégrer collectivement. Et l'exemple classique de ça, c'est tous ces poilus qui reviennent de la guerre et puis qui en fait n'en parlent jamais et se terrent dans un mutisme avec des réactions un peu imprévisibles pour leurs proches. Et donc je crois qu'il faut accepter une narration de ce qui nous est arrivé. C'est ce qu'on fait tous implicitement quand on ne vit pas d'événements comme ça. Encore faut-il que la société soit prête à les entendre et les demande, parce que par exemple au retour de la Shoah, la société ne voulait pas entendre les rescapés. Le retour de la Shoah est un très bon exemple. C'est d'ailleurs ça moi qui me fait réfléchir sur la notion de 10 ans. Pour moi, le premier grand livre, grand public sur la Shoah, c'est W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec, qui justement met très bien ça en lumière. Et je ne sais jamais, c'est dans les années 70. Mais ce que vous dites est très juste, et je crois d'ailleurs que c'est aussi un des thèmes qui sous-tend mon livre, et je ne l'avais pas vu en l'écrivant en fait. C'est qu'on ne peut pas guérir de son trauma si la société n'est pas capable de l'entendre, de le comprendre ou d'avoir guéri du sien. Et c'est, je crois, ce qu'on voit aussi avec le mouvement MeToo, c'est que le même crime est maintenant compris, accepté. Je ne pense pas qu'on soit au bout du chemin, mais en tout cas maintenant on peut parler des crimes sexuels parce que la société est apte à les entendre. Et c'est là que la narration est importante, et c'est là qu'il faut réussir à avoir son propre récit. Et d'ailleurs, du coup, il y a eu beaucoup de suicides au lendemain de la Seconde Guerre mondiale parmi les rescapés. Bien sûr. Pour vous, toutes ces commémorations, elles tournent à vide. Alors pourquoi vous dites cela? Et comment elles pourraient être utiles, selon vous? Je pense qu'on a un besoin de rites, de commémoration. Vraiment, je ne veux pas nier ça. Mais je vois celles qu'on fait nous en matière de terrorisme, ou les hommages nationaux que j'ai malheureusement dû voir pour un Nobel Tram, Samuel Paty, enfin d'autres drames. On est finalement entre, je vais dire ça, personnes impactées au premier chef. Soit des politiques, pour la responsabilité, soit les victimes. Puis on est entouré de 3 cordons de sécurité. Voilà. Et puis des fois c'est télévisé, des fois non. Mais même si c'est télévisé, en général, il y a 1 minute de silence et un discours qui consiste à rappeler toute l'émotion de ce qui vient de nous arriver. Et je ne crois pas que ce soit ça. Donc fondamentalement, en tant qu'espèce ou en tant que société, on a besoin de donner du sens à ce qui est arrivé. Et ces commémorations, elles ratent ça. La dernière commémoration qui a eu du sens, elle était spontanée, et c'était les grandes marches républicaines après les attentats de janvier. Où là, finalement, les gens se sont dit, on va commémorer, mais en même temps, on va aller montrer notre force et notre unité. C'est pas ce qu'on fait dans des commémorations où on se retrouve, par exemple, pour les 10 ans de l'attentat devant Charlie Hebdo ou l'hypercachère, on était littéralement 60, 15 politiques, des victimes directes et puis quelques responsables associatifs comme moi. Ça ne donne de sens à personne. Et donc, il faut penser, je crois, les commémorations pour qu'elles réussissent à susciter la même émotion que les panthéonisations. Ce serait ça qui serait réussi. Ce serait d'avoir un moment où il y a une petite bulle d'unité nationale sur un sujet. Et donc peut-être qu'il faut en faire moins, peut-être qu'il faut... Vous dites on vit une période d'inflation commémorative. La minute de silence, en tout cas, à l'Assemblée nationale, on en a fait plus depuis 2015 contre la... Je crois que cette inflation, elle est liée quand même au besoin d'émotion. Parce que on reconnaît maintenant la victime, on la place assez haut, hein, elle a un peu remplacé le héros, et donc ce qu'on sait faire de la victime, c'est la commémorer. Et puis parce que je pense que ça évite d'avoir à réfléchir de manière un peu plus cynique. C'est-à-dire que quand vous faites une bonne minute de silence, après le seul discours que vous pouvez faire, ou presque, c'est de l'émotion. Personne ne peut vous dire « Ah oui, mais il fallait… » Non, là on vous accuse de récupération. D'ailleurs, je ne suis pas innocent là-dedans, parce que j'ai aussi essayé de limiter la parole politique de récupération. Mais finalement, c'est donner à nos responsables un peu trop de facilité sur le sujet, je crois. C'est de là d'où vient, d'après vous, cette inflation? Ouais, je pense. Il y a une envie d'émotion. Et puis, il y a une facilité par la commémoration à ne pas s'attaquer au vrai sujet. Et ça, je pense que les professionnels l'ont bien senti.
Alors, le vrai sujet, justement, c'est que les attentats, ce n'est pas une catastrophe comme un tremblement de terre, mais c'est Non. une violence programmée, organisée, politique, qui vise à détruire des hommes et des modes de vie considérés comme une dépravation qui font offense à Dieu. Comment expliquer que des hommes aiment leurs prochains au nom de Dieu et les tuent également au nom de Dieu? C'est la grande énigme qui nous reste. Il y a une double énigme, c'est celle-là, c'est celle de ce double amour, complètement incohérent, et c'est celle de pourquoi est-ce qu'on est susceptible de basculer. Il y a des études sur les processus de basculement. Gilles Kepel, Olivier Roy, Hugo Micheron ont montré comment est-ce qu'on pouvait radicaliser des gens. Mais la question, c'est qui est susceptible d'être radicalisé? Et la réponse est probablement pas tout le monde. Donc il y a une question de terreau, et il y a une question de comment est-ce qu'on en arrive à ce stade où il y a des incohérences aussi fortes qui ne déclenchent aucune réaction importante chez des gens qui n'ont pas de traits psychopathiques. Et ça, ces questions-là, moi je trouve qu'elles sont très absentes du débat public. Elles n'ont pas tout à fait leur place non plus devant la cour d'assises parce que les juges ont déjà fort à faire à décider d'une peine, mais ils ne sont pas là pour détricoter le sentiment politique qu'il y a derrière. Et moi, ce qui me frappe en matière de terrorisme, c'est qu'en tout cas, dans les derniers attentats, on le transforme en un événement administratif. Ah, c'est le drame de la psychiatrie. Ah, c'est le drame de l'OQTF. Et ainsi de suite. Et pas un drame politique. Et d'ailleurs, pour aller au bout du raisonnement, à l'inverse, quand un pauvre jeune se fait tuer à la sortie d'une fête de village, on en fait tout de suite un drame politique, avant de dire que c'est peut-être juste un problème, j'allais dire, d'une rixe qui a dégénéré. Et le terrorisme fait peur en ça aussi, c'est qu'on n'a pas de réponse toute faite. Que les réponses tardent à venir, peut-être qu'on ne met pas les moyens, et qu'il y a moi ce que je qualifierais un peu de tragédie des horizons, en tout cas pour le terrorisme islamiste. Ça fait quand même 30 ans qu'on a Vigipirate. 30 ans. Et donc le personnel politique se rend compte que c'est un problème qui va être très long à comprendre et à traiter, et donc probablement pas rémunérateur d'ici à la prochaine élection. Donc c'est pas pour le court terme, quoi. Exactement. Et je crois que d'ailleurs, enfin, en tout cas moi, je suis parti du terrorisme, mais si je vais ailleurs, les grands problèmes qu'on a, environnement, notre système de protection sociale, cette question peut-être de la menace terroriste islamiste qui ne disparaît pas, sont à tous les coups des problèmes qui durent depuis longtemps, dont la solution est de long terme, et qui donc ne sont pas du tout saisissables par des gens qui ont 5 ans et donc un mi-mandat à 2 ans et demi. Et comment combattre le fanatisme religieux? Est-ce que d'après vous, les rescapés de ces attentats dont vous faites partie ont une place dans ce combat, et notamment auprès de la jeunesse? Je crois qu'on a une place très forte auprès de la jeunesse parce qu'on a une force symbolique extrêmement importante. Et je le disais, on s'est reconstruit, certes, par notre fraternité entre nos victimes, mais aussi parce qu'on a pu s'appuyer sur des institutions, la justice, la médecine et ainsi de suite, démocratiques. Et donc je crois qu'on est quand même la meilleure preuve que notre système démocratique fonctionne. Et on est aussi la preuve qu'il n'y a pas de réponse simple à pourquoi est-ce qu'on vit. Nous, il a fallu qu'on se repose ces questions-là. Et que donc on est capable d'aller dire à la jeunesse, les questionnements que vous avez, en fait, nous, on a eu quasiment les mêmes juste après. Et donc, si vous voulez, on peut en parler. Mais je peux vous dire que nous, notre point d'accroche, ça a été de se parler entre nous et de s'accrocher à la démocratie. Et que ceux qui viennent vous voir avec des réponses toutes faites, qui en plus incluent de la violence, sont en train de vous mentir, mais surtout d'insulter votre intelligence. Et ça, voilà, je crois qu'on peut le faire. Et donc vous vous rendez par exemple dans les écoles, parce que votre parole, elle est particulière. Bien sûr, je vais dans les écoles. C'est aussi pour ça que je vais dans les documentaires. C'est aussi pour ça que j'écris des livres. Et je crois qu'il faut vraiment essayer de le faire et que ça touche le plus de jeunes possible. Mais je crois aussi qu'on a quand même des questions qui vont un peu au-delà des victimes à se poser. Enfin, en tout cas, ce que j'essaye d'esquisser dans le livre, c'est finalement, on a écarté les religions avec la loi de séparation des églises et de l'État. Mais à cette époque-là, on avait encore un État très fort qui était capable de proposer des destins, une forme de transcendance et ainsi de suite. Et puis ça s'est complètement amenuisé, on a un État très managérial. Et puis les corps intermédiaires qui ont quand même un peu tenu ça. Enfin voilà, si vous alliez dans le 93, vous aviez la CGT et le Parti communiste qui faisaient des barbecues. Ça aussi, ça a disparu. Et qui est venu là? Des fondamentalistes religieux. Et donc cette question-là, il va aussi falloir qu'on l'aborde au-delà des victimes, comme une vraie question de société. C'est est-ce qu'on a envie d'investir dans j'allais dire, j'aime pas cette expression de territoire perdu de la République, c'est pas ça. Est-ce qu'on a envie d'investir dans l'avenir de nos jeunes et de leur proposer... Pour certains, n'ont pas respecté les minutes de silence, par exemple. Assez peu pour le 13 novembre, beaucoup pour janvier. 13 novembre, très très peu d'incidents, parce que finalement, ils avaient aussi visé des lieux dans lesquels toute la jeunesse a envie d'aller. Le Bataclan, c'est une des plus grandes salles du hip-hop français. Les terrasses et le Stade de France. Grosso modo, si on n'est pas radicalisé déjà, on a envie d'aller au Stade de France.
On a en grande partie, vous dites aussi, qu'on a on a en grande partie vaincu les terroristes d'Al-Qaïda, le califat de l'organisation État islamique ou Daesh en Syrie, mais ils ne sont pas vaincus sur un plan idéologique, ce que vous venez de dire, et ils sont surtout réussi à semer la peur, et vous expliquez bien comment la peur menace la démocratie. Oui, quand on me demande ce qui a changé depuis 2015, alors c'est pas un mouvement qui a commencé en 2015, mais qui était déjà là avant, c'est que si vous regardez tout ce qu'on essaye de nous faire comme réforme, comme changement dans la société, viennent de la peur du déclassement, la peur du changement climatique, la peur terroriste pour des lois sécuritaires et ainsi de suite. On n'a plus du tout cette aspiration à être plus grand, à être meilleur. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que tous nos hommes politiques se réclament tous, quel que soit le bord, de la même personne, c'est De Gaulle, le dernier qui était là pour dire la grandeur de la France, je vais la rendre plus grande. Et en fait, ça fait maintenant 10 ans, mais même un peu plus, que ce qu'on nous dit, c'est attention, on va finir plus petit. Et donc la peur, celle sur laquelle jouent les terroristes, c'est aussi la peur sur laquelle jouent un peu tous les leviers en ce moment de changement de notre société. Et je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. Et le paradoxe, moi, que je vois, c'est que finalement, les victimes de terrorisme, en tout cas notre association, on est quelque part beaucoup plus optimiste que le français moyen. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on s'est retrouvés dans une situation dont on pensait qu'elle était inextricable, où tout le monde nous disait implicitement, après ça, vas-y pour t'en relever, puis finalement on s'en relève comme on peut, on n'est pas, voilà, et ainsi de suite, mais en tout cas, nous, on a affronté quelque chose et on est toujours là, et ça donne un sacré optimisme. Et c'est vraiment un paradoxe, et c'est peut-être là aussi que nous, les victimes, on a un rôle à jouer, c'est que cette traversée du feu nous a un peu endurcis, et puis nous a fait voir la vie d'une autre manière. Et on rigole beaucoup, vous savez, entre victimes. On rigole beaucoup. Ah, c'est bien. Ouais. Et vous dites que c'est pas tout le monde qui peut devenir terroriste. Non. Alors que, par exemple, Hannah Arendt, dans La banalité du mal, on comprend bien que tout le monde peut devenir... Elle a un peu précisé sa pensée après, quand même, sur la banalité du mal, parce que justement, elle avait laissé entendre au début que n'importe qui pouvait devenir terroriste. Et après, elle a dit, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ceux qui font le mal ont la même apparence que les autres. Mais elle a dit, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse opérer ce basculement. Et ça reste, enfin, de toute façon, le mystère insondable de la nature humaine. Mais moi, après le procès, j'ai quand même l'impression que même si on se ressemblait, eux avaient franchi un Rubicon que moi, je ne pourrais pas franchir. Et c'était un sentiment partagé par les victimes. Oui, on se ressemblait physiquement. Oui, on pouvait se parler. Mais eux, d'ailleurs, n'expliquaient pas vraiment quand est-ce qu'ils avaient basculé. Mais ils avaient un rapport à la vie humaine qui avait complètement changé. Et dont je ne suis pas sûr que tout le monde soit susceptible d'eux. Et d'ailleurs, pareil, je sais que ça peut choquer quand je dis ça. Je ne sais pas si Salah Abdeslam l'avait franchi. Et si lui renonce d'une manière ou d'une autre, on n'avait pas ceux qui sont morts dans le box, par définition. Ouais. Et donc je ne suis pas sûr que tout le monde, même un djihadiste qui se prépare à, soit capable de le faire. C'est une vraie question, ça. Dans votre livre, vous citez Saint-Augustin, il ne faut pas perdre l'utilité de son malheur. Comment interpréter cette sentence, personnellement comme collectivement ? On en revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Personnellement, j'ai changé après ça. Et tous ces changements ne sont pas en mal, loin s'en faut, toutes les rencontres que j'ai faites. Et donc mon malheur a sûrement été utile dans ma croissance personnelle. Il y a aussi une forme de fidélité à soi-même, fidélité au fait que j'ai été mal à un moment et que il y a une forme d'utilité à se rappeler qu'on est mieux là que ce qu'on a été avant. Et donc à titre personnel, en tout cas, le fait d'être capable d'écrire un livre, j'aurais jamais pensé que c'était le cas. Ah bon ? Non, parce que je m'étais peut-être jamais posé la question, mais surtout parce que j'en avais jamais senti la nécessité. Donc ça a eu quelque chose de thérapeutique là, l'écriture également ? De thérapeutique. Ça m'a soulevé des nouvelles questions. En l'écrivant, j'ai découvert des choses sur moi. Il y a un moment où j'écris sur le pardon. Et en écrivant le paragraphe et en le relisant, je me suis dit, mais c'est ça que tu penses ? Je m'étais jamais posé la question de savoir si je les avais pardonnés. Ça peut paraître bête. Et quand j'ai dû l'écrire, parce que je sentais bien que le sujet me... Eh ben, j'ai découvert ce que je pensais. De la même manière, il y a un moment où je me dis, mais c'est facile de parler de mémoire dans un livre, c'est facile d'aller en parler en plateau, mais est-ce que je suis capable d'en parler à mes filles ? Et ça, pareil, c'est parce que j'ai écrit ce livre. Et donc, il y a une forme d'utilité au malheur dans le fait qu'on apprend à se connaître soi-même. Et vous parlez justement de vos 3 petites filles et vous dites « Bientôt viendra le temps de leur parler de ce qui vous est arrivé et de ce qui est arrivé à la France. » Vous y pensez déjà ? Oui, j'y pense parce que bon, elles ont 2, 4 et 6 ans. Et celle de 6 ans commence quand même à pouvoir comprendre un certain nombre de concepts. Enfin, d'ailleurs, je pense que si c'était pas mon attentat, je lui en aurais peut-être déjà parlé du 13 novembre. Mais ce qui rend ça difficile, c'est tout ce que ça imbrique comme couche.
Elle a 6 ans et donc j'ai quand même l'impression qu'elle croit que papa est invincible. Et donc lui dire que ça n'a pas été et que ça aurait pu mal finir, difficile. Par ailleurs, j'ai pas envie de lui rendre ça hollywoodien et de lui dire ça a été difficile, mais tu sais, on a fait une association, ça a été beau et on s'est relevé. Ça, oui, j'aurais envie de lui dire, mais j'ai pas envie de lui livrer un paquet qui ferait un peu croire que, quelle que soit la difficulté, on s'en sort. Ça, ce serait lui mentir. Puis la dernière chose, je ne sais pas ce que ça fait sur la psyché d'une enfant, honnêtement. Et si elle fait un cauchemar, ne serait-ce qu'un, est-ce que j'ai pas donné une petite victoire à mes terroristes? Et ça, alors là, c'est l'ego du père qui parle, mais j'ai pas envie de leur donner la moindre victoire. Et donc, je ne suis pas naïf. Pour leur bien, il faut que je leur en parle. Mais quand? Ben voilà, et ça, cette question-là, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a sûrement une réponse qui est par nécessité. Voilà, ses copains commencent à regarder la télévision. Alors moi, j'ai pas la télé. Ça risque pas de m'arriver. Mais donc, elle va en entendre parler, je pense. Et donc, je préférerais le faire préventivement avant, bien sûr. Ouais, mais vraiment, l'angle d'approche est pas simple. Et vous dites que ça vous a profondément changé, par exemple dans vos rencontres, dans vos relations, en quoi? De manière très terre à terre, dans mon association, il y a toutes les origines sociales, toutes les origines culturelles et vraiment toutes les opinions politiques. Et donc j'ai entendu des choses que j'aurais jamais entendues en suivant la vie que j'avais suivie, ou comme tout le monde, je suis quand même resté dans mon milieu social, grosso modo, du début à la fin. Et j'ai trouvé une richesse incroyable chez les gens, mais de partout, une finesse d'analyse qu'on penserait réservée à des gens mais qui en fait non. Et donc en tout cas moi je chéris les rencontres de la même manière j'ai accepté des fois d'aller faire une table ronde un truc. Et je me suis retrouvé avec des surprises magnifiques. Je me suis retrouvé, j'en parle dans le livre, je me suis retrouvé en Charente, à Saintes, à parler devant 100, ils devaient être en première et terminale, et ils étaient fabuleux. Et en fait, je me suis rendu compte après que par facilité, j'avais surtout fait des collèges et lycées en Île-de-France, parce que c'était pas loin. Et en fait, eux avaient un décalage où ça les touchait, c'était la France qui était touchée, mais ils ne se sentaient pas directement menacés quand même, puisqu'ils habitaient dans des petites communes. Et tout ça m'a fait réfléchir, tout ça m'a fait avancer. Et donc parler aux gens, les rencontrer, avoir l'occasion d'échanger, extrêmement important. C'est pareil, après la sortie d'un livre, il y a toujours des gens qui vous écrivent. Et en fait, c'est hyper intéressant. Il y a des gens qui reviennent avec des idées que vous n'aviez pas eues, enfin, quelque chose que vous avez écrit, mais sur laquelle ils rebondissent. Par exemple, Antoine Garapon, qui est un très bon copain. Qui est magistrat. Exactement, qui est magistrat, philosophe, qui est un des grands penseurs de la justice dans un aspect. Ouais, voilà. Et puis même globalement de la justice d'un point de vue théorique. Et qui a beaucoup bossé sur les crimes sexuels dans l'Église ces derniers temps, me dit il y a un moment où tu écris que la victime, c'est un peu le résidu du mythe. En clair, les terroristes ont essayé de faire cet attentat mythique, puis bon, si toi tu as survécu, c'est quand même qu'ils se sont ratés. Et il me dit et ça, je crois que c'est extrêmement puissant, je vais écrire un texte là-dessus. C'est fabuleux, moi je ne sais pas l'écrire ce texte. Et donc c'est aussi ça les rencontres, c'est de proposer des choses, et puis les gens ont toujours à vous apporter. Vous pensez qu'il y a aussi une place de l'activité artistique pour se reconstruire ? L'art, énormément. Je ne sais pas s'il faut forcément en faire, d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut y être sensible. Et je pense que ça aide beaucoup de voir le monde. De voir le monde à travers les yeux des artistes. Et ça permet de se décentrer. Quand vous lisez un livre, enfin voilà, moi je ne sais pas ce que c'est d'être une femme, mais j'ai lu des livres où le narrateur était une femme et ça m'a donné l'impression de toucher du doigt. Et c'est un peu pareil pour la peinture et pour tout. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important que les artistes s'emparent du 13 novembre. Moi, je veux qu'il y ait des regards qui ne soient pas que documentaires sur le 13 novembre, parce que ça va sûrement m'aider à des choses, puis ça va sûrement aider la société à le métaboliser, à le digérer, à le penser. Mais donc, quand vous ne voulez pas que ce soit que du film documentaire, c'est-à-dire vous pensez par exemple au vivant ? Oui, exactement. Au vivant qui suit ce groupe d'otages et qui permet de faire comprendre à plein de gens, alors pas forcément à moi parce que je les connais bien, mais à plein de gens ce qu'on a vécu et les faire réfléchir sur le sujet. Mais ça peut être des choses encore plus décentrées, revoir Paris. Parle du 13 novembre mais sans être trop frontal. Il y a un dessin animé en ce moment sur une petite fille qui a perdu ses parents le 13 novembre et qui va vivre à Versailles avec son oncle, où ils ont très peu insisté sur l'aspect 13 novembre. Mais quand même, ce décentrage-là est très intéressant. Et oui, je crois que l'art et les artistes ont quand même quelque chose à nous apporter de fondamental. En faire, c'est bien aussi. Moi, j'ai quand même beaucoup de gens dans mon association qui ont voulu faire de l'art, pas forcément professionnellement, mais qui se sont dit qu'ils avaient quelque chose à sortir et que des fois, les mots, c'était un peu compliqué. Et je crois qu'on appelle ça aussi le théâtre du vécu. Ah, j'ignorais l'expression. Il y a des ateliers pour ça. C'est beau, nous on a fait de l'art-thérapie, ça s'appelait. Voilà, et honnêtement, ça a eu beaucoup de succès.
Il y a eu beaucoup de succès. De toute façon, ça fait partie, on connaît mal notre cerveau, c'est encore une terra incognita, et on la connaît encore plus mal après quelque chose comme ça. Nous, on avait participé à une expérience qui consistait à aller faire de la plongée sous-marine, voir si ça réduisait le stress post-traumatique. Et la réponse est oui. Et alors, une des pistes d'explication, une des pistes d'explication, c'est que quand on est au fond de l'eau et qu'on doit ralentir sa respiration, c'est assez proche de la méditation. Et donc, ça va solliciter le cerveau d'une manière qui lui permet de mettre à distance les événements dont il ne veut pas qu'ils apparaissent. Passionnant, hein. Oui, de remanier du coup son Exactement, histoire. de remanier son rapport à son histoire. Ouais. Et vous parlez là, on parlait du théâtre du vécu, mais par exemple avec la série Les Vivants, est-ce qu'il n'y a pas un risque si les potaches ne participent pas à la mise en scène, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque pour les rescapés, hein, je ne parle pas pour le grand public, d'un sentiment de désappropriation? C'est ça le paradoxe, c'est que je pense qu'il faut se dessaisir de son drame. Moi, je l'ai vécu là, parce qu'on avait l'habitude de faire nous-mêmes la cérémonie après les commémorations officielles. Et puis là, on l'a confié à Thierry Reboul. Et donc Thierry Reboul, il est arrivé avec un projet de cérémonie qui était super, mais qui n'était pas le nôtre. Et au début, ça fait un choc de se dire, mais c'est pas moi qui le fais, c'est ma cérémonie, c'est mon hommage. Et en fait, ça nous fait un bien fou. Et il a apporté, j'allais dire, une vision différente, qui est hyper puissante, parce qu'elle permet aux Français de s'y raccrocher, elle permet à nous de nous poser des questions. Et donc, je pense que le parti pris de Des Vivants, c'est clinique, c'est très proche du réel, mais qu'on peut aussi complètement se décentrer. Il y a juste une question j'allais dire, de fidélité à l'histoire, il ne faut pas de révisionnisme, mais je pense qu'on peut le décentrer beaucoup. Je pense. Non, parce que si on fait participer les rescapés, c'est aussi pour eux une façon de les rendre actifs. Bien sûr, et je pense que c'est bien qu'il y en ait qui pourraient avoir fassent, leur mot à dire sur la mise en scène, par exemple. Et j'ai beaucoup de rescapés, j'en ai une qui a écrit une pièce qui s'appelle Les Vivants, pas Des Vivants, Les Vivants, sur le Bataclan. Je sais qu'il y a des projets de films. Voilà, et donc on se le réapproprie aussi. Mais c'est bien que tout coexiste et qu'il puisse y en avoir qui soient faites très loin de nous, pour le coup. Merci infiniment Arthur Desnouveaux d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous de votre attention. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Et on vous dit à très vite. Merci à vous tous.